Alors, pardon, maintenant je vais revenir un tout petit peu à la technique. Je vais revenir un peu à la technique. Et donc, avant de parler des économies d'énergie, je vais parler des économies de CO2 avec la capture et séquestration du CO2, qui est l'une des manières d'économiser de l'énergie. Donc là, je veux encore une fois un peu de segmentation. Ce graphique est juste là pour rappeler que dans les scénarisations qui sont faites sur la part économie d'énergie versus décarbonation de l'énergie dans les scénarios aujourd'hui bas carbone, en gros, c'est du 50-50. C'est-à-dire que dans les trajectoires qui sont faites en disant on va tenir les 2 degrés en baissant les émissions suffisamment, en gros, non pardon, c'est pas du 50-50, c'est plutôt du 30-70. C'est 30% sur les économies d'énergie, l'efficacité énergétique, et c'est 70% sur renouvelables, CCS, nucléaire. En gros, c'est ça, hein, les scénarios qui sont faits. Alors, une première manière de décarboner de l'énergie, c'est tout bêtement de rester dans les énergies fossiles et de passer du charbon au gaz. Ici, vous avez les émissions de gaz à effet de serre. Alors, en l'occurrence, elles ne sont pas en CO2, elles sont en carbone. Il faudrait, je pense, à changer ce graphique. Donc, en gros, c'est 4 fois moins. Mais peu importe, c'est la hiérarchie qui compte. Et vous voyez que quand on passe du gaz au charbon, en gros, on gagne un facteur 2 en ce qui concerne les émissions de combustion. Et donc, partout où j'ai du charbon, si je le remplace par du gaz, toutes choses égales par ailleurs, je baisse les émissions de CO2. Soit dit en passant, il y a un exemple emblématique de pays qui a baissé ses émissions de CO2 sur les 10 dernières années en faisant ça, c'est... Non, pas l'Allemagne. Non. Le pays qui est pris comme l'emblème de l'anti-écologie dans le monde, les États-Unis. Les États-Unis ont très fortement baissé la consommation de charbon dans la production électrique, qu'ils ont remplacé pour l'essentiel par du gaz, et c'est dû au fait qu'avec l'essor du gaz de schiste aux États-Unis, le prix du gaz s'est effondré, et du coup, c'est devenu plus rentable pour les électriciens d'utiliser du gaz que du charbon. Donc ils sont passés du charbon au gaz. Et ça a contribué de manière significative à la baisse des émissions de CO2 des États-Unis sur les 10 dernières années. Alors cela étant, c'est quelque chose qui est... et en Europe, c'est la raison également pour laquelle les gaziers sont très allants sur l'idée d'avoir un prix du CO2, dont je vais vous parler dans pas longtemps aussi, parce que si vous mettez un prix du CO2 sur la production électrique, ça pénalise l'électricité au charbon, 1 kg de CO2 par kilowattheure électrique, par rapport à l'électricité au gaz, 0,4 kg, 400 grammes de CO2 par kilowattheure électrique, et donc ça permet le basculement du charbon vers le gaz. Or, les gaziers, qui sont aussi les pétroliers, soit dit en passant, ils vendent du gaz, mais ils ne vendent pas de charbon. Donc c'est la raison pour laquelle le patron de Total, par exemple, il y a 1 an et demi, a fait des grandes sorties dans la presse, parce que Total produit plus de gaz que de pétrole, hein, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas. Donc le patron de Total, qui vient de cette noble institution, soit dit en passant, a fait des grandes sorties dans la presse en disant « il faut un prix du CO2 sur la production électrique ». Et il a même très justement dit « il faut que ce soit 30 € la tonne », parce que 30 € la tonne, c'est le prix qui fait basculer économiquement du charbon vers le gaz. Et c'est effectivement un moyen de diviser les émissions de la production électrique par 3, si elle est faite au charbon initialement. Ça reste fossile, mais c'est un moyen de décarboner l'énergie. Alors c'est un moyen, sauf que pas de chance, les grosses réserves de carbone sont du côté des trucs très carbonés. Voilà, donc c'est une marge de manœuvre, on peut s'en servir, c'est pas idiot, transitoirement, définitivement, évidemment, non. Après, on peut séquestrer le CO2. Alors, séquestrer le CO2, ça veut dire le capturer là où il est émis, capture et séquestration, et ensuite le stocker dans un endroit d'où il ne sortira plus, ou du moins plus avant que les hommes meurent, et après, il fait ce qu'il veut. Alors, dans les endroits où on pense stocker ce CO2, vous en avez sous terre et sous l'océan.
Sous l'océan, l'idée c'est de le mettre sous forme supercritique et de le stocker, de faire des lacs de CO2 au fond de l'océan. Alors ça c'est quand même une idée que maintenant beaucoup de gens ont abandonnée, donc on oublie. Et par contre, les endroits où on pense pouvoir en mettre sous terre, c'est soit des réservoirs d'hydrocarbures épuisés, soit des réservoirs d'hydrocarbures épuisés. Donc il y avait des roches poreuses, dedans il y avait du pétrole ou du gaz, il n'y a plus le pétrole ou le gaz, donc il y a de la place, et à cette place vous mettez du CO2. Alors c'est d'autant plus intéressant de mettre du CO2 là-dedans que, en plus, ça vous permet de lessiver le pétrole qui y reste. Donc aux États-Unis, vous avez depuis très longtemps un réseau de gazoducs en surface qui transporte du CO2, qui sert aux pétroliers. Le CO2 est un produit commercial aux États-Unis, qui sert aux pétroliers à lessiver les réservoirs de pétrole pour faire mieux sortir le pétrole. D'accord ? Alors évidemment, vous stockez du CO2, mais dans le même temps, vous faites ressortir des combustibles fossiles qui vont réémettre du CO2. Donc, mais par contre, si vous voulez juste mettre du CO2 sans faire ressortir du pétrole, vous pouvez dans les réservoirs d'hydrocarbures épuisés. Vous pouvez également dans les aquifères salins profonds. Sous terre, il y a en général de l'eau un peu partout. Et donc, quand vous avez un aquifère, typiquement du sable imprégné d'eau, eh bien, c'est des endroits où vous pouvez aussi injecter du CO2. Vous pouvez également injecter du CO2 dans les coulées basaltiques. Enfin voilà, vous avez un certain nombre d'endroits où vous pouvez mettre du CO2. C'était quoi la question ? Vous avez mentionné que la seule solution, c'est de stocker le CO2. Il n'y a aucun moyen de le transformer, de le réutiliser. Bien sûr que si, on peut le transformer et le réutiliser, mais à ce moment, il faut casser l'énergie de liaison CO, et donc vous avez besoin de plus d'énergie pour casser l'énergie de liaison que ce que vous allez récupérer derrière. Donc vous pouvez refaire du carbone et de l'oxygène, vous pouvez très bien. Mais pour ça, il vous faut de l'énergie. Vous ne pouvez pas avoir une réaction exothermique de transformation du CO2. Ça, c'est interdit. Vous pouvez... la création du CO2 est exothermique, et une fois que vous avez créé votre CO2, il est stable. Et au pire, par exemple, sur des énergies alternatives qui, des fois, produisent trop d'énergie par rapport à la demande, c'est pas moyen de l'utiliser, par exemple, Si, alors il y a des gens qui proposent de faire de la méthanation, c'est-à-dire de récupérer le carbone du CO2, de mélanger ça avec de l'hydrogène qu'on a par ailleurs récupéré en électrolysant, etc. Alors les rendements de ce genre de trucs sont de l'ordre de 20%, donc ils sont, enfin je veux dire, vous êtes totalement... Par rapport à, on en parlera au moment des énergies décarbonées, mais l'idée de stocker l'électricité de cette façon, par rapport au fait d'avoir des centrales nucléaires pilotables, c'est beaucoup moins cher d'avoir du nucléaire pilotable. Donc si vous n'êtes pas contre le nucléaire, en fait les dispositifs imaginés pour faire ce genre de truc le sont par des gens qui ne veulent pas de nucléaire en général. Donc par exemple les gaziers, qui sont très contents parce que comme ça on peut continuer à utiliser leur réseau, ou par exemple les gens qui sont férocement contre le nucléaire et qui veulent tout sauf du nucléaire. Mais si vous voulez bien du nucléaire, en fait le plus pratique et de très loin, puisqu'en plus c'est ce qui marche déjà, donc vous n'avez pas besoin de faire des plans sur la comète, c'est d'utiliser du nucléaire et de faire des systèmes pilotables, ce qu'on sait faire en France. Oui. Je vais y venir après. En fait, la séquestration prend assez peu d'énergie parce qu'une fois que le CO2 est sous forme supercritique, le poids de la colonne de CO2 est à peu près suffisant pour assurer l'injection du CO2 dans la couche. La grosse consommation d'énergie associée à ça, c'est la capture. Parce que la capture, elle est faite... je ne sais pas si j'ai un commentaire. Voilà. Ce que vous faites, en gros, pour être sûr, ce que vous voulez, c'est injecter que le CO2. Si vous faites de la combustion à l'air, dans la fumée, vous avez plein d'azote et vous n'avez aucune envie de mettre l'azote sous terre. L'azote ne vous emmerde pas, vous n'avez jamais rien fait. Donc, voilà. Donc ce que vous faites à ce moment, c'est que vous faites passer les fumées. D'abord, les fumées, vous devez les épurer pour qu'il ne reste pas une poussière, pas de suie, etc. Ensuite, une fois que votre fumée est épurée, vous la faites passer sur un lit d'amines, qui sont des molécules qui vont vous absorber le CO2 de façon sélective. Donc en gros, votre fumée passe à travers un bain d'amines, le CO2 est absorbé, l'azote s'en va, et vous allez chauffer votre bain d'amines derrière pour désorber le CO2, et à ce moment, vous allez désorber que du CO2, donc vous récupérez du CO2 pur, que vous allez comprimer, acheminer jusqu'au point d'injection et injecter sous forme supercritique. La grosse consommation d'énergie du processus, c'est réchauffer les amines. C'est ça la grosse consommation d'énergie du processus. L'injection elle-même, de mémoire, c'est quelques pourcents de l'énergie de départ. Par contre, la capture du CO2, c'est 20 à 30% de l'énergie de départ. Donc là, vous avez une grosse pénalité énergétique
à ce moment-là. Le problème, c'est qu'à partir du moment où vous avez cette... Attends, je ne sais pas si je l'ai après, non. Alors pardon, j'y reviendrai après parce que c'est sur le slide suivant. Là, ce que je finis par dire, c'est que donc il y a, on capture, et après il faut acheminer jusqu'à un point d'injection. Alors si vous avez une centrale qui est construite sur un bassin sédimentaire, typiquement en mer du Nord, vous pouvez injecter pas loin de la centrale. Si votre centrale elle est construite sur un massif granitique, eh bien un aquifère salin, vous allez avoir un peu de mal à en trouver un, et donc ça veut dire qu'il va falloir transporter le CO2 dans des tuyaux. Et donc, ça veut dire qu'il faut, 1, les construire, 2, accepter ces infrastructures en surface. Enfin voilà, donc vous avez un sujet qui est aussi un sujet d'infrastructure de transport. Donc, ce que je voulais dire, c'est que... oui. Ah, parce que le CO2, il a cette particularité thermodynamique, il devient supercritique quand il est à haute température, à haute pression. Et c'est un état intermédiaire entre le gaz et le liquide. Voilà, c'est une particularité thermodynamique qu'il a. Et à ce moment, soit dit en passant, il est très peu visqueux et il est dense comme un fluide. Donc vous en injectez des plus grandes quantités que s'il était gazeux, évidemment. Oui. C'est plus compliqué de mettre du bois dans une roche que de mettre un truc qui est liquide. Faire rentrer du bois dans les... Un réservoir de pétrole, hein, encore une fois, c'est de la craie ou du grès ou du sable. Hein. Donc vous voyez, faire rentrer une bûche dans un morceau de grès, c'est quand même pas compliqué. C'est quand même pas très simple. C'est plus simple de faire rentrer du liquide. Cela étant, blague à part, du coup, vous comprenez aussi que ça rentre pas si vite que ça. Donc ça veut dire que pour injecter des très très grandes quantités de CO2 dans le sol, il faut multiplier, un peu comme les puits de gaz de schiste aux États-Unis, sauf que ça va dans l'autre sens, il faut multiplier les puits d'injection, parce que par puits d'injection, vous n'avez pas un débit extrêmement élevé. Oui ? Oui, à BECCS. Bah, BECCS, c'est ça. Et ce qui fait fonctionner la centrale électrique là, c'est de la biomasse. Voilà, c'est ça. C'est juste, c'est une variante de ça, mais avec de la biomasse au lieu que ça fonctionne avec du gaz ou du charbon. Voilà. Si vous faites fonctionner avec du gaz et du charbon, vous êtes en circuit fermé. Ça sort de là, ça va là, ça retourne là. Si vous faites fonctionner avec de la biomasse, vous êtes en circuit d'injection, ça vient de là, ça va dans la biomasse, ça va là, et ça passe sous le sol. D'accord? Donc le point de départ et le point d'arrivée ne sont pas le même. Ils ne sont pas les mêmes, pardon. Voilà, oui, donc pour en venir à la question du rendement, en fait, la grosse limitation de la capture, c'est la pénalité énergétique. Alors, imaginons que vous ayez une centrale électrique. Aujourd'hui, elle est dimensionnée pour fournir une certaine quantité d'électricité. Vous appliquez de la capture et séquestration. Du coup, 30% du charbon ou du gaz que vous enfournez dans votre centrale sert à autre chose. Du coup, votre rendement électrique baisse de 30%. Vous avez 30% d'électricité en moins à l'arrivée. Question, comment est-ce que vous gérez 30% d'économie d'électricité imposée? Et la vraie limitation de la capture et séquestration, elle est là. Elle n'est pas dans le fait qu'il faut payer 60 € la tonne de CO2 pour que ce soit rentable pour l'électricien. Le vrai sujet, c'est qu'à l'aval, vous avez moins d'électricité, donc vous avez moins de machines qui fonctionnent, donc vous avez un problème économique. Il est là le vrai sujet. Alors vous pouvez dire, bon bah c'est parfait, on renverse le problème et on augmente la puissance de la centrale de 40%. Alors on peut le faire, sauf que si c'est une centrale à charbon, il faut augmenter la taille du bagger qu'on a vu tout à l'heure de 40%, il faut augmenter le convoyeur qui va jusqu'à la centrale de 40%, il faut augmenter les brûleurs, il faut augmenter la capacité des brûleurs de 40%, il faut augmenter l'évacuation des cendres de 40%, et la grosse centrale tout à l'heure, elle fait 10 000 tonnes de cendres par jour, etc., etc. Et donc en fait, vous avez des gros problèmes logistiques sur votre centrale que vous ne savez pas résoudre à bref délai. Donc la limitation de la capture et séquestration sur la production électrique,
c'est pas que ça coûte cher. En fait, que ça coûte cher, c'est pas le problème. Le problème, c'est que vous avez une perte physique qu'aujourd'hui, on ne sait pas gérer. Il est là le problème. C'est la pénalité énergétique qui pose un problème. Voilà, donc à cause de ça, ce que je viens de dire, c'est pas commode de faire un rétrofit sur les centrales existantes, et bien évidemment, c'est un dispositif qui ne peut s'utiliser que sur les sources concentrées. Alors les sources concentrées, ça fait quand même un paquet de sources. Hein. Dans le diagramme que je vous avais montré sur les émissions de gaz à effet de serre, vous vous rappelez par exemple, 20% des émissions mondiales, c'est les centrales à charbon, ça serait éligible, 6% les cimenteries, ça serait éligible, 7% les centrales à gaz et à pétrole, ça serait éligible. Voilà, donc vous avez en gros 40%, on va dire, des émissions mondiales qui seraient éligibles. Hein, mais c'est 40%, c'est pas 100%. Voilà, mais je le redis, alors, et par ailleurs, comme ça a un coût et que ça a des conséquences très importantes à la fois à l'amont et à l'aval, aucun électricien ne fera jamais rien dans les bons ordres de grandeur si on ne lui en colle pas l'obligation. Donc la CCS, c'est quelque chose qui ne se développera jamais de manière significative s'il n'y a pas, par voie réglementaire, l'obligation de le faire. Hein, si ce n'est pas obligatoire, quelles qu'en soient les conséquences, ça ne se fera pas. L'obligation peut envisager une forte incitation par un coût supérieur à la société. Alors ça revient à une obligation. Je finirai ce cours en expliquant qu'en fait, une manière de matérialiser la contrainte, ça peut arriver soit par un prix, soit par une réglementation. Et en fait, la réglementation vous matérialise un coût d'ajustement. Donc c'est une forme de prix, mais un peu différent. Vous verrez la différence à la fin. Donc on peut décarboner avec la CCS et encore une fois décarboner avec les autres marges de manœuvre sur la production électrique, on en parlera la prochaine fois.